Aujourd'hui, nous allons écouter un discours marquant de Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe. Dans cette intervention, il expose la position de la Russie face aux tensions internationales et répond aux accusations occidentales. Lavrov ne mâche pas ses mots et met en garde contre les ingérences étrangères. Ce discours soulève une question essentielle. L'Occident cherche-t-il réellement le dialogue ou pousse-t-il la Russie à la confrontation? Écoutez attentivement et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Partagez votre avis. Le débat est ouvert. Lorsque vous entendez l'incantation selon laquelle l'Occident ne permettra pas de violer la souveraineté de qui que ce soit, je suis sûr qu'en plus de ce fait, il existe de nombreuses autres citations similaires. Nous déplorons les vies perdues des Israéliens, y compris depuis le 7 octobre de l'année dernière, lorsqu'un acte terroriste odieux a eu lieu. L'administration Trump a proposé et promu une autre initiative, appelée les Accords d'Abraham, qui visait à renverser l'initiative de paix arabe de 2002, laquelle prévoyait la création d'un État palestinien. Avec l'arrivée de Donald Trump, qui a officiellement proclamé pendant son premier mandat que les hauteurs du Golan faisaient partie d'Israël, celles-ci peuvent également être considérées comme une terre perdue. Malgré toutes ces crises qui se multiplient et s'aggravent depuis le printemps arabe de 2011, les diplomates occidentaux, y compris dans les pays du Moyen-Orient, accusent aujourd'hui la Russie d'empêcher le dialogue national en Libye en raison de la présence de ressources militaires russes. Selon ces diplomates occidentaux, c'est la racine de tous les problèmes libyens actuels. Cela ne surprend personne, car l'Occident a l'habitude de tout détruire, de créer des crises, puis d'observer les résultats. Cela est particulièrement caractéristique des Américains, pour qui tout cela est, en quelque sorte, intéressant à observer depuis l'autre côté de l'océan. Mais le Moyen-Orient n'est pas un terrain de jeu, et il ne faut pas le traiter comme tel. La clé de tous les nombreux problèmes réside dans la reconnaissance d'un État palestinien. De nombreuses résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies et du Conseil de sécurité ont été adoptées sur ce sujet. Je pense que la nouvelle administration à Washington a également contribué à une action plus active dans le processus de négociation, mais le rôle clé a bien sûr été joué par l'Égypte et le Qatar. La crise à Gaza, seulement à Gaza, a coûté, selon les dernières données, 46 000 vies de civils palestiniens, voire plus, car les statistiques varient. La création d'un État palestinien conduirait à une normalisation des relations d'Israël avec le monde islamique. Du moins, cela découle des décisions que j'ai mentionnées. Mais la réalisation de cette tâche dépend de ceux qui mènent la politique actuelle. Il y a de nombreuses fuites crédibles selon lesquelles, en plus de l'expulsion des Palestiniens de la bande de Gaza, Israël prévoit également de prendre le contrôle total du nord de la Cisjordanie. Pour cela, il est nécessaire de réunir les efforts de tous les acteurs externes qui peuvent influencer cette situation. Et les tentatives d'exclure la Russie, la Chine et l'Iran du processus d'accompagnement externe de la régulation syrienne sont peu susceptibles d'eux. Bien sûr, il est bon qu'un cessez-le-feu ait finalement été atteint après presque un an, voire plus, de tentatives au Conseil de sécurité pour appeler à un tel cessez-le-feu. Benjamin Netanyahou a dit « Je m'en souviens très bien, je ne suis pas responsable d'un État palestinien, je suis responsable de la sécurité de l'État d'Israël. » Une déclaration assez éloquente. Et dans ce contexte, j'ai déjà cité cette phrase il y a quelque temps, mais elle est très révélatrice lorsqu'on réfléchit à la manière de mettre en œuvre les décisions existantes de l'ONU. Une citation de Tony Blinken. L'ampleur de la destruction des infrastructures civiles dépasse largement les chiffres correspondant des guerres arabo-israéliennes de 1948 à 1949 et de 1967. C'est également très révélateur. Bien sûr, il est bon qu'un cessez-le-feu ait finalement été atteint après presque. Il existe également des statistiques sur les victimes civiles en Ukraine. Des deux côtés de la ligne de contact. Les chiffres varient, mais toutes les sources donnent un nombre presque 2 fois moins élevé. Il est également nécessaire agir de manière active et constructive, sans chercher à marquer des points géopolitiques, mais en pensant à l'avenir du peuple syrien, pour favoriser le dialogue national. J'attire l'attention sur ce chiffre pour une autre raison. 46 000 civils, victimes palestiniennes. Comptez sur un an. Lorsqu'un an s'est écoulé en octobre dernier depuis le début de l'opération, il y avait déjà plus de 40 000 civils palestiniens tués en un an. Il existe également des statistiques sur les victimes civiles en Ukraine. Les diplomates occidentaux, y compris dans les pays du Moyen-Orient, accusent la Russie d'empêcher le dialogue national en Libye. Le discours de Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères russe, est un condensé de critiques acerbes envers l'Occident,
ses interventions dans les affaires internationales, et sa gestion des crises au Moyen-Orient et en Ukraine. Cette analyse visera à explorer en profondeur chaque point soulevé par Lavrov, en offrant une réflexion critique sur la politique étrangère occidentale et ses conséquences géopolitiques. 1. La punition collective de la population civile et la non-application du droit humanitaire international. Lavrov commence par évoquer ce qu'il appelle une « punition collective » infligée à la population civile, en particulier à Gaza. Il fait référence aux actions d'Israël, qu'il décrit comme des violations flagrantes du droit humanitaire international. Il dénonce les bombardements massifs et la destruction des infrastructures civiles à Gaza, citant un nombre alarmant de victimes, 46 000 civils palestiniens, selon les dernières données. Cela soulève une question fondamentale: pourquoi l'Occident, qui se vante de défendre les droits de l'homme et la souveraineté nationale, reste-t-il silencieux ou complice de telles atrocités? Lavrov fait ici un parallèle avec l'Ukraine, où les pertes civiles sont également dramatiques. Il critique l'attitude sélective de l'Occident, qui semble avoir des critères différents en fonction de l'acteur concerné. 2. Les accords d'Abraham, une tentative de renversement de l'initiative de paix arabe de 2002. Lavrov aborde ensuite les accords d'Abraham, un processus lancé sous l'administration Trump qui a conduit à la normalisation des relations entre Israël et certains pays arabes, mais sans avancer de manière significative sur la question palestinienne. Ces accords, selon Lavrov, ont cherché à contourner l'initiative de paix arabe de 2002, qui proposait la création d'un État palestinien. Cette initiative de paix, largement soutenue par la communauté internationale, a été délaissée au profit d'un accord qui, selon Lavrov, ne fait qu'enfoncer encore plus la cause palestinienne. La critique sous-jacente ici est que l'Occident, en particulier sous Trump, a mis l'accent sur les intérêts stratégiques immédiats, en privilégiant les relations bilatérales avec certains pays arabes tout en ignorant les droits des Palestiniens. Lavrov suggère que cette approche contribue à l'escalade du conflit. 3. Le Golan, la proclamation de Trump et la perte d'un territoire. Lavrov évoque également la décision de Trump de reconnaître les hauteurs du Golan comme faisant partie d'Israël. Cette proclamation a été largement critiquée au niveau international, car elle va à l'encontre du droit international, notamment des résolutions de l'ONU. En qualifiant le Golan de « terre perdue », Lavrov met en lumière la manière dont l'Occident, sous l'influence des États-Unis, a facilité l'annexion de territoires contestés, non seulement en Palestine mais aussi en Syrie. Il souligne que cette dynamique engendre une instabilité régionale et démontre l'hypocrisie de l'Occident qui prône la souveraineté nationale tout en violant ce principe lorsqu'il s'agit des intérêts israéliens ou américains. 4. La Russie accusée d'entraver le dialogue en Libye, un jeu géopolitique occidental. Lavrov critique ensuite l'Occident, qui accuse la Russie d'entraver le dialogue national en Libye. Il réfute cette accusation, soulignant que ce sont les interventions occidentales, principalement américaines et européennes, qui ont déstabilisé la Libye après la chute de Kadhafi en 2011. Lavrov souligne que l'Occident, en tentant d'imposer ses propres solutions politiques, a créé des crises, puis les a laissées se multiplier sans chercher des solutions durables. Il évoque ici la « philosophie du chaos » propre à l'Occident, qui semble considérer les conflits comme une sorte de terrain de jeu où des décisions sont prises sans se soucier des conséquences pour les populations locales. 5. La reconnaissance d'un État palestinien, le point clé de la paix au Moyen-Orient. Lavrov insiste sur un autre point majeur, la reconnaissance d'un État palestinien est la clé de la paix au Moyen-Orient. Il critique vivement le manque d'engagement sincère de l'Occident dans ce dossier. En dépit de nombreuses résolutions de l'ONU qui appellent à la création d'un État palestinien, l'Occident semble se contenter de solutions temporaires ou superficielles, sans aborder les racines profondes du conflit. Lavrov plaide pour un soutien actif à la cause palestinienne, tout en pointant du doigt l'inertie et la lâcheté de la communauté internationale qui, selon lui, privilégie la stabilité géopolitique à court terme, même si cela signifie ignorer les droits fondamentaux des Palestiniens. Si la situation en Gaza, un cessez-le-feu qui masque l'inaction. L'une des critiques les plus acerbes de Lavrov concerne le cessez-le-feu atteint entre Israël et Gaza après plusieurs mois de guerre. Bien que ce cessez-le-feu soit, en théorie, une victoire diplomatique, Lavrov le considère comme une simple mesure de temporisation qui ne fait que masquer les véritables problèmes. La question palestinienne reste sans solution durable, et les violences à Gaza n'ont fait que s'intensifier au fil des années. Lavrov souligne l'ampleur des destructions à Gaza, qui surpassent celles des guerres arabo-israéliennes de 1948 à 1949 et de 1967, ce qui témoigne de la brutalité du conflit actuel. Il dénonce une fois de plus l'indifférence de l'Occident face à ces souffrances humaines, se contentant de déclarations vides sans réellement changer la donne sur le terrain.
7. La double morale, les victimes palestiniennes et ukrainiennes. Lavrov conclut son discours en évoquant les victimes civiles en Ukraine, suggérant que les statistiques sur les pertes civiles ukrainiennes, bien qu'importantes, restent bien inférieures à celles de Gaza. Cette comparaison est un moyen pour lui de dénoncer la « double morale » de l'Occident, alors que l'Occident exprime une indignation sans borne face aux pertes civiles en Ukraine, il reste remarquablement silencieux ou inactif face à l'ampleur des souffrances à Gaza. Lavrov fait donc le lien entre ces deux crises pour souligner l'hypocrisie de la politique étrangère occidentale, qui semble plus préoccupée par ses intérêts géopolitiques que par la défense des droits de l'homme. Le discours de Lavrov, loin de se limiter à une simple critique, est un appel à une prise de conscience et à un changement fondamental dans la manière dont l'Occident aborde les crises internationales. Selon lui, l'Occident, en agissant de manière sélective et égoïste, non seulement aggrave les conflits, mais laisse les populations civiles payer un prix exorbitant. La Russie, bien que critiquée pour son rôle en Ukraine, se positionne ici comme un acteur qui veut restaurer un ordre mondial plus équilibré, où les principes de souveraineté et de justice internationale sont respectés. Lavrov appelle ainsi à un dialogue sincère, à une révision des politiques occidentales, et à un engagement réel pour la paix et la justice, notamment en ce qui concerne la question palestinienne. Si l'Occident veut vraiment jouer un rôle constructif sur la scène mondiale, il doit, selon lui, abandonner ses prétentions à une moralité sélective et mettre en œuvre des solutions durables pour les conflits qu'il a en grande partie contribué à engendrer. Pensez-vous que l'Occident doit changer son approche face aux crises au Moyen-Orient et en Ukraine? Quelles solutions proposeriez-vous pour garantir une paix durable et un respect des droits humains dans ces régions? Partagez vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt. Chers abonnés, je vous remercie sincèrement pour votre fidélité et votre soutien continu. Si vous appréciez le contenu que nous créons, pourquoi ne pas aller encore plus loin en devenant membre de la chaîne? Cliquez simplement sur le lien en haut à droite pour soutenir financièrement notre chaîne. Votre adhésion nous permet de financer la production de nouveaux contenus passionnants et de toujours améliorer notre offre pour vous. Merci de faire partie de cette aventure.